Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers, en cette rentrée de septembre 2023. On va s'atteler à faire une machine Hack the Box catégorisée comme Medium qui s'appelle Vault. Alors du coup l'idée m'est venue parce que je livrais un rapport à un client en GPG et je me suis dit tiens, est-ce qu'on a touché à GPG sur Hacksize? Et apparemment non, donc vous allez voir que vers la fin de la machine on va toucher un peu à GPG sur cette vidéo. Donc j'en profite pour rappeler, vu que c'est la rentrée, je vais essayer de penser un peu aux débutantes et aux débutants, que du coup, donc là je me connecte, une fois que j'ai créé mon compte sur Hack the Box, je me connecte dessus, je vais sur Machine, et je clique sur Play Machine pour lancer la machine. Alors comme je suis obligé de faire des write-up sur des machines qui sont expired, donc ce ne sont plus des machines actives, parce que sinon évidemment ça fausse le classement. Donc effectivement je crois que quand on n'a pas un compte VIP on peut pas lancer les anciennes, les machines retired, mais je crois que de temps en temps par contre quand on a un compte classique on peut accéder à des machines retired, mais selon le choix du staff de Hack the Box, ils en mettent de temps en temps des accessibles gratuitement. Voilà pour les rappels, et donc aussi je rappelle que quand on peut se connecter, enfin quand on va attaquer la machine, il faut monter un VPN. Donc soit on fait comme moi, on prend par exemple une VM Kali et on monte le VPN en bas. Soit on utilise les machines préfaites fournies par Hack the Box. Je sais même plus comment ça marche, tellement je le fais jamais. Puisque moi je suis pas fan du tout, hein, je préfère avoir la maîtrise de ma machine attaquante qu'utiliser quelque chose qui est fourni, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Voilà, et donc j'oublie à chaque fois de le dire à l'oral, mais superbe jeu de mots de titre que je mets sur les vidéos. Et donc pour une fois que j'y pense, je vais le dire. Donc aujourd'hui on va faire la machine Vault, inutile de faire volte-face. Allons-y. Comme d'habitude, j'ai déjà fait en amont le scan and map pour gagner du temps. Et on voit que c'est une machine très classique, puisqu'il y a juste deux ports ouverts, TCP22, TCP80. Et comme il y a peu de chances de trouver une vulne sur du SSH, on va plutôt regarder le port 80 en premier. J'ai aussi, pour gagner du temps, déjà lancé Burp, où c'était pour vérifier surtout la connectivité, où je me suis connecté donc à l'adresse IP attaquée, hein. Je rappelle aussi pour les débutantes que l'adresse IP est fournie ici, et même quand on clique dessus, ça la met dans le clipboard, dans le cache, je sais même pas comment on dit en français, le clipboard, le cache du copier-coller, un truc comme ça. Et il nous reste plus que 23h30 pour finir la machine, j'espère qu'on va y arriver. Ici, pour une fois, si on fait bête et méchamment l'énumération de répertoire web, on ne devrait pas trouver grand chose, parce qu'il faut penser à mettre Sparklaze. C'est écrit en gros que ils ont un site en construction et qu'ils ont déjà un... Attends, c'est quoi? We are proud to announce our first client, Sparklaze.com, still under construction. Ouais, donc c'est pas très clair, il y a un truc en cours de construction, mais on n'arrive pas à comprendre si c'est la cible ou si c'est le site du client. En tout cas, si on pense à mettre dans le dictionnaire ou simplement à la main Sparklaze à la fin de l'URL, on voit qu'on tombe sur un forbidden, alors que si je mets n'importe quoi, on serait tombé sur du not found. Donc il y a bien un répertoire Sparklaze qui existe, et du coup c'est à partir de ce répertoire là qu'on va faire l'énumération de directory web. On peut rappeler aussi que si je fais index.html, ça me met not found. Par contre, si je mets index.php, ça tombe dessus. Donc on sait comme ça que c'est du PHP qu'on a sur la cible. En tout cas en partie. Voilà, ceci étant dit, allons-y. Donc je vais faire un GoBuster sur donc, cette URL avec Sparklaze. Je balance la word list 2.3 smalls de dirbuster. Et donc je regarde l'extension PHP puisque comme on l'a vu, on a du PHP en cible. On voit qu'on va avoir du login.php, du admin.php,
Comme toujours, j'ai déjà fait la machine, donc pour gagner du temps sur la vidéo et qu'elle soit pas trop longue, je vais suivre directement les bonnes pistes. Et la bonne piste, c'est, attends, on va laisser comme ça, c'est le design ici. Le design, il a à creuser, donc je vais faire une nouvelle commande cobuster, pardon. Pareil que la précédente, mais de toute façon, ah si, on peut voir les deux en même temps. Mais la précédente, j'avais fait sur Sparklaze, là je rajoute le répertoire design qu'on vient de trouver. J'utilise la même word list, je rajoute HTML, en vrai je crois que c'est utile. Donc comment je l'ai deviné, bon c'est facile, hein. Enfin donc, de toute façon de manière générale quand on fait de l'énumération directory web, on met HTML. Je dirais même que si on le fait, moi quand je fais des audits je le fais avec Burp, hein. Burp Spider je crois que ça s'appelle. C'est vrai que j'aurais pu le faire là parce qu'en plus je crois que j'ai la version pro là-dessus. Ouais. Et bref, si on le fait avec Burp, si on fait clic droit, Engagement Tool, Discover Content, et ici on laisse la conf par défaut, voilà, ici on voit qu'il prend bien le HTML, donc il l'aurait trouvé aussi. J'utilise GoBuster pour les gens qui n'ont pas la version pro de Burp, et comme la version communauté de Burp est un peu longue sur l'énumération, puisque c'est bridé, avec GoBuster vous irez plus vite. Et donc j'ai mis un -T20 d'ailleurs pour aller plus vite aussi, puisque ça a lancé 20 threads d'énumération de répertoire web. Et là assez rapidement pardon, on voit qu'il trouve un /uploads qui va nous servir plus tard si je me souviens bien, et un design.html qui est la bonne piste, hein, je crois. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, enfin, cette machine, enfin, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. Donc ici, si on va sur Sparklaze, comme ça, on va sur design, et donc on va sur design.html, ce qu'il vient de trouver, on tombe sur ça. Et on clique dessus et on tombe sur un formulaire PHP pour changer son logo, et on peut envoyer un fichier. Donc évidemment, quand on a une possibilité d'upload, c'est à regarder attentivement puisqu'il y a potentiellement possibilité d'uploader un fichier malveillant. Donc allons-y, essayons d'uploader un fichier malveillant. Donc ce que je vais faire, c'est que en bas à gauche, je vais récupérer un web shell PHP, puisqu'on sait que sur la cible du PHP, je l'appelle ref.php. Je vais l'éditer, pardon, pour mettre, je vais laisser le port 1, 2, 3, 4, mais on va mettre notre IP dans le VPN, IP qui fluctue un peu à chaque fois qu'on se connecte, donc je vérifie, et aujourd'hui j'ai la 14.2, hop, hop, voilà, donc ça c'est mon reverse shell, que je vais essayer d'envoyer sur ce formulaire d'upload. Donc je fais choose file, bim, je l'envoie, upload file, et là il me dit hop, j'ai pas le droit d'envoyer un .php, ça aurait été trop facile. Ok, donc on se dit, est-ce qu'il fait un filtre uniquement sur l'extension? Testons, je copie mon ref.php en... c'est l'inconvénient de l'historique, c'est que vous voyez déjà les solutions qu'il faudra utiliser. Dans un premier temps, on va dire ref.png pour voir si le .png est autorisé, et là ça passe, le .png est autorisé. Alors après, vu que c'est du PNG, j'imagine que le site va pas l'interpréter comme du PHP et ne l'exécutera pas. Dans le doute, on va quand même mettre un listener sur le port, donc 1, 2, 3, 4, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié. Non. 1, 2, 3, 4, pour, sait-on jamais si on arrive à exécuter le fichier. Alors le truc c'est qu'il faut déjà savoir où il est, mais comme quand on a fait notre recherche en bas à droite, on a trouvé /uploads, on imagine que probablement le fichier uploadé se retrouve dans /uploads qui était au niveau de Sparkly Design. Donc en gros Sparkly Design, j'ai juste rajouté uploads ici, mais évidemment on n'a pas le droit d'y accéder. Par contre peut-être que simplement le fichier est pas renommé. Si j'essaye ça, parfait, le fichier n'est pas renommé. Par contre évidemment
il n'est pas exécuté puisque c'est une image, donc il essaie juste de l'afficher, et comme dedans j'ai pas mis, c'est pas une vraie image mais c'est du texte, ça affiche un logo tout moche. Parfait, du coup ce qu'on va faire c'est on va essayer de trouver est-ce qu'il n'y a pas des extensions qui sont autorisées autres que PNG, parce qu'apparemment le filtre se fait sur l'extension. Et pour cela on va utiliser la requête d'envoi, par exemple celle-ci, ouais, allez. Donc je fais CTRL-I pour envoyer la requête dans l'intruder, CTRL-SHIFT-I pour basculer sur l'intruder. Et donc dans intruder, on va essayer plein d'extensions différentes. Donc je sélectionne .php, je fais add, et ça on va le modifier avec plein d'autres extensions. Et ces extensions, on va les prendre dans un fichier qui est simplement un fichier qui est présent dans seclist, hein, j'ai déjà parlé de seclist. Mais donc dans seclist il y a plein de word list, et donc dans la word list fuzzing il y a une word list avec les extensions les plus communes. Donc je la charge et on a donc différentes extensions assez communes. Et on va faire start attack pour voir si il y a des extensions qui sont autorisées ou pas. Donc on voit que quand je fais ça, il y a différentes longueurs de réponse. Donc on a une longueur 746 qui correspond à sorry c'est interdit, 747 c'est sorry c'est interdit aussi. Alors pourquoi elles sont pas la même taille? Parce que comme on peut voir ici le keep live fait varier de 1. Et par contre il y en a une qui a une taille différente, 754, et on voit c'est successfully. Donc on voit que la .php 5, qui est donc une extension qui existait à la base pour la PHP version 5. C'est vieux tout ça, hein, mais je pense qu'il y a encore moyen de trouver... c'est justement parce que c'est vieux que les développeurs actuels pensent pas à filtrer ce genre d'extension. Donc vu que PHP 5 est autorisé, peut-être qu'on peut envoyer le reverse shell en PHP 5. Donc je le copie PHP en PHP 5. Et que ce sera exécuté. Donc allons-y, on retourne sur le formulaire d'upload que j'ai perdu, je vais faire mes quelques notes à tout le monde. Il est là. Choose file. Et ref.py est encore là. Upload. Et donc ici, je vais sur ref.php5. Et ça passe, le code PHP au sein du fichier que j'ai envoyé est exécuté, et donc ça initie un reverse shell vers ma machine attaquante. Et on a donc un reverse shell en tant que www.data. Cool. Donc maintenant qu'on a un reverse shell, je pense que on peut vérifier, donc ça c'est la technique, je crois qu'ils appellent ça la stabilisation du shell. Donc si j'ai Python installé, ce qui est le cas, je vais pouvoir faire un Python machin, moi c'est plus, ouais, c'est pour avoir le TTY aussi. Donc la commande qu'on tape à chaque fois, je vais pas la réexpliquer. Et à partir de là, je crois qu'on n'a toujours pas de flag, puisqu'en fait on n'a pas accès au /home des users. On voit qu'il y a Alex et Dave. Ah si, on y a accès. Alex et Dave. Alors, il n'y a pas de flag dans le desktop. Il y a des fichiers. Je me rappelle plus de cette machine. Il y a des fichiers intéressants sur le desktop de Dave. On voit qu'il y a des serveurs. Il donne des IP. Donc en fait, nous on a tapé l'IP 10.109 et on voit que cette machine sur laquelle on vient de récupérer un reverse shell a une autre interface en bridge qui est dans le réseau 122.1. Et du coup, dans le fichier qu'on a trouvé sur le bureau de Dave, on découvre que dans cet autre réseau, eh ben, on a une machine en .4 qui semble gérer le DNS et le configurator, une configuration, on ne sait pas trop quoi.
et on a un pare-feu en .5, et on a The Vault qui semble être la machine qu'il faut hacker, puisque la machine cible, enfin, puisque le challenge HTB s'appelle Vault, mais on n'a pas l'IP donnée, donc il va falloir, j'imagine, scanner le réseau pour la trouver. Pendant qu'on y est, on a Key et SSH. Key, c'est juste une string qui contient It's Coming Home. Je ne sais pas pour l'instant à quoi elle va servir. Et SSH, on a ce qui semble être un login mot de passe, donc on va évidemment le tester de ce pas. Dave at 10.10.109. Je copie-colle le mot de passe, ça passe. On a une session SSH en tant que Dave, donc là on a fait un mouvement latéral puisqu'on est passé d'un shell, un reverse shell en tant que www-data à un shell en tant que Dave. Et je sais toujours pas où est le flag. Je sais pas où est le flag parce que... Ah ouais, peut-être que... Attendez, où là? Tac. Home Dave. Moi et la TH, pardon. Là j'ai l'impression que c'est le flag 2018. C'est bizarre ce truc, fais voir. Donc si je fais un cat de ce truc, id-c4. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est... Bah non, NA ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je sais pas. Bizarre. Bref. Bref. Donc non, je crois que le flag il est plus loin puisqu'il y a plusieurs machines cibles, on commence à le comprendre vu qu'on a vu le fichier servers, et que du coup le flag il sera plus loin. Si on regarde ce qui tourne sur ce serveur, on voit deux choses sans intérêt. C'est quoi la bonne piste? Là, je suis en train d'essayer de la deviner, enfin de m'en rappeler de tête, et je m'en rappelle plus, donc je vais jeter un œil sur les notes. Et sur les notes, tac. Ouais, donc il faut scanner effectivement, il faut aller voir les autres machines qu'on a vues dans le fichier. Je rappelle, dans desktop on a un fichier serveur, donc on va essayer d'aller voir ce qui traîne comme autre machine sur ce réseau. Donc je fais un ping sweep qu'on a déjà dû faire dans d'autres machines. On voit qu'il y a 3 machines qui répondent. La point 1 c'est nous. Je rappelle que c'est nous en faisant un 122.1. Voilà, ça c'est nous. La point 4, donc a priori c'est le DNS configurator. Et la point 5 c'est le pare-feu. Et donc on trouve pas The Vault. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut s'amuser à scanner le pare-feu. Je pense que c'est une mauvaise piste parce qu'il y a probablement peu de ports ouverts. Par contre on peut avec plus de probabilité scanner donc la point 4, ce DNS configurator. Donc je vais faire le scan avec du netcat, mais je crois qu'on l'a déjà fait aussi dans cette machine, dans une autre vidéo, pardon, donc je vais pas réexpliquer. Donc on voit que tout comme la machine qu'on attaque, la machine en point 4 a le port 22 et 80 d'ouvert. Du coup on a envie d'aller voir ce qu'il y a sur ce port 80, puisque je rappelle que le port 22 il y a beaucoup moins de probabilité de trouver une faille que le port 80. Donc allons-y, donc ce que je vais faire c'est que je vais initier, pareil je pense que je vais t'expliquer ça dans d'autres vidéos, donc je fais vite, je vais initier un proxy via un tunnel SSH avec SSH-D 8081 et la connexion en tant que Dave. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les flux que j'envoie sur le port 8081 de ma machine attaquante locale seront redirigés au sein du tunnel sur la machine 10.10.109 avec le compte de Dave. Et donc après, derrière, ça ira vers l'IP, vers le routage qui est fait par cette machine. Je fais route.
Voilà, et donc du coup effectivement si je tape le 192, enfin si je tape le 80-81, ça ira ici et ce sera transféré. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser burp. Pareil, je pense qu'on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Et donc dans burp, on peut configurer non pas dans scope, dans proxy setting, on peut configurer un proxy SOX. Donc, je dis use proxy SOX, donc sur le port 8081 puisque j'ai fait un SSH-D 8081 ici, hein. Il est où? Là, 8081. Ok, je ferme. Et donc tous les flux de ce navigateur qui passe à travers burp seront redirigés dans ce tunnel SSH. Et donc si je tape le 192.168.122.4 ici, depuis ce navigateur, ça passe, donc c'est redirigé à l'intérieur du tunnel et ça va sur donc la machine 192.168.122.4 accessible depuis la machine Poney. On va peut-être regarder les noms, ce sera plus simple pour en parler, c'est Ubuntu. Donc, depuis la machine Ubuntu, je peux taper le port 80 de la 192.168.122.4. Là du coup pourquoi il va sur le 80, parce que j'ai pas mis le port et par défaut c'est le port 80 sur un navigateur web. Ok, donc on tombe sur deux liens. Le premier il marche pas, donc on n'a pas grand chose à faire. Le second il envoie sur un VPN configurator. Donc ça me permet de... Enfin en gros pour une fois, le OpenVPN qu'on utilise pour se connecter à une machine hack the box, ici, tac tac, ici, et bien du coup pour une fois on va l'utiliser de manière offensive, donc pas cette connexion là parce qu'évidemment si elle tombe on peut plus accéder à la site, mais en gros ici on a le droit de mettre une configuration OpenVPN. Donc je rappelle qu'OpenVPN c'est un logiciel libre permettant de créer un réseau virtuel privé, un réseau privé virtuel, VPN, Virtual Private Network. Et donc ce site web semble générer un point au VPN avec la configuration qu'on lui donne. Et comme on peut lui donner une configuration et qu'il y a une possibilité d'exécuter du code dans depuis une configuration OpenVPN, ben on va évidemment tester ça. Donc allons-y. Donc pour la faire courte, ça va ressembler à ça. Tac. Donc ici je lui spécifie la configuration OpenVPN. Et donc c'est dans ce champ là, vous avez pu le deviner puisque on a mis une commande qui initie un reverse shell vers la machine .1 sur le port 81. Donc du coup sur la machine Ubuntu je vais mettre en écoute un ANC sur le port 80-81 puisque c'est le reverse shell qui va être initié, et on espère donc que en envoyant cette configuration sur le VPN configurator, au moment où il va la parser, il va initier donc un reverse shell vers cette machine Ubuntu, et donc ça nous permettra de compromettre probablement la machine .4. Donc la .4 dont on ne connaît pas encore le nom se connectera à la machine Ubuntu. Voyons voir si ça marche. Donc je fais update et le truc disparaît chelou. Test, allez ça marche. Donc si je vérifie, je mets en grand, on a bien la .4 qui s'appelle du coup DNS qui s'est connecté à Ubuntu en parsant la configuration VPN fournie. Parfait, et en plus on est root, donc c'est la classe. Je peux faire comme tout à l'heure, hein, peut-être un root Python, il existe bien, donc même commande que tout à l'heure, tac tac, pour avoir le TTY dans ce reverse shell. Parfait, et si je vais dans /root, il n'y a pas de flag. Dans /home, je sais pas, Dave,
il est là le flag, je me souviens que t'es pas là. Donc je fais un cat user.txt id. Bon, ces 4 on s'en fout, hein. Je pense que les flags ils sont aléatoires, mais bon. Voilà, c'est pour prouver qu'on a récupéré le premier flag en compromettant cette deuxième machine derrière la première, donc cette machine qui s'appelle DNS. Donc si on fait un peu d'énumération, donc on se promène un peu sur cette nouvelle machine qu'on a compromise, bon, on a un répertoire SSH qui donne envie, hein, déjà. Non, c'est pas un répertoire, c'est un fichier 4SSH, et là on a une fois de plus un login mot de passe. On a une fois de plus un login mot de passe qu'on a envie d'essayer. On est déjà Dave, hein. Là c'est le même user, c'est juste un mot de passe différent. Donc probablement c'est le mot de passe SSH de la machine DNS. Du coup est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, je sais plus. Peut-être dans un second temps on pourra maintenir l'accès. Bon, on va quand même le tester pour valider que c'est pas un red herring, une mauvaise piste. Donc je vais faire un SSH Dave at ah non, il faut pas que je le fasse de là parce que là il va pas pouvoir. Il faut que je le fasse depuis ah, j'ai pas assez de sessions. Ben, on va en créer une nouvelle, hein. SSH Dave Beam. Là j'ouvre une deuxième session SSH sur la machine Ubuntu, hein. Ça, on sait déjà que ça marche, et depuis cette machine Ubuntu, j'essaie de me connecter sur la 192.168.122.4 en SSH, parce qu'on sait que le port 22 en haut à droite est ouvert. Et là, je teste ce nouveau mot de passe qu'on a trouvé. Ça marche. Je suis pas sûr que ça nous sera utile, mais on peut se connecter aussi en SSH. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver le route facilement? Oui, on a juste à faire un sudo-i, bim, on est route. Ok, bon, on avait déjà un reversal route, hein, mais c'est juste pour aller plus vite, retourner plus vite dans l'état où on était avant. Donc ça, pour une machine hack the box, c'est pas très important, mais si vous faites tout ce qui est ProLab ou Endgame, tout ça, c'est bien de retrouver des moyens rapides de retourner où vous en étiez, puisque s'il faut réexécuter toute la chaîne d'exploits, sinon vous n'avez pas fini. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à énumérer sur cette machine DNS? On a donc, vu qu'on est root, on a accès à Alex. Et dans le /home de Alex, on a un .bash history. Et dans ce .bash, on voit qu'il ping la 192.168.5.2, encore un autre sous-réseau, auquel on n'a pas accès. Enfin, en tout cas, on n'est pas dessus. Pas accès, on n'en sait rien, mais on n'est pas dessus. Et le ping n'a pas l'air de passer. Je reprends mes notes, je me souviens plus à partir d'ici ce qu'il faut faire. Ah oui, donc la bonne piste c'est dans les varlogs. Donc si on va, enfin si on top la commande, on va pas s'embêter. Donc on a trouvé une IP, hein, donc la 192.168.5.2, mais on sait pas ce que c'est cette IP. On a envie de creuser parce qu'on se dit que peut-être c'est l'IP qui était en X. Je l'ai pu afficher. Tac. Ici là, The Vault X, peut-être que cette IP qu'on trouve dans l'history de Dave, c'est le fameux Vault qu'on doit compromettre. Donc si on fait une recherche de cette IP dans tous les fichiers, mais si on le fait de manière plus intelligente, dans un premier temps dans les logs, il trouve que dalle. Et si on regarde dans l'autre machine, donc là je l'ai fait sur la machine DNS en bas à gauche, et si je vais sur la machine en haut à droite, la deuxième machine compromise Ubuntu, enfin on l'a compromis en premier d'ailleurs, pas en deuxième, il me dit qu'il a pas les droits, je sais même plus, à force je me perds dans les trucs. On l'avait compromise en tant que route ou pas la Ubuntu?
non, on n'est pas root sur Ubuntu. Ouais, donc j'ai pas le droit de regarder dans Varlog. Ok, donc du coup ça doit être sur DNS. Hein. Ça doit être sur DNS. Tac tac, on va y arriver. Voilà. Voilà, c'est mieux. Il fallait rajouter tiret grand H et tiret A sur le grep. Tiret grand H et tiret A. Tiret grand H, bon ça c'est juste pour afficher le nom du fichier, c'est pratique mais c'est pas ça qui nous gênait. C'était le tiret A qui devait gêner, tiret A, voilà, avec tiret texte, j'utilise plus en version texte moi, pour afficher, du coup comme il est passé en binaire forcément, il risque pas de trouver grand chose, alors que en texte il affiche bien des connexions vers cette IP qu'on a découvert dans l'historique de Alex. Et donc il y a plusieurs choses intéressantes sur ce fichier de log du serveur DNS. Donc dans un premier temps on voit qu'il y a du nmap vers cette fameuse IP, et un nmap un peu particulier puisque c'est un nmap avec un source port défini. Donc ça sous-entend que si je fais la commande, d'ailleurs on va la faire, enfin, nmap est installé ou pas? Oui, donc je vais pouvoir faire la commande. Donc cette commande qu'on trouve dans le varlog, c'est donc un scan nmap de l'IP 192.168.5.2 qu'on n'arrive pas à pinguer, donc on pense qu'elle n'existe pas. Mais en fait, si on fait un scan depuis le port TCP 4444, on voit qu'il y a le port TCP 987 qui répond. Sur les 1000 ports les plus connus, puisqu'on n'a pas mis d'argument, donc par défaut il prend les 1000 ports les plus répandus. Et ça en plus, si on n'avait pas trouvé le fichier varlog, on aurait galéré à le trouver, puisqu'en fait, si on met pas de port source, qu'on fait juste un scan nmap sur cette IP, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu se dire le ping ne passe pas, mais peut-être que la machine est joignable sur des ports TCP et que le ping est interdit par le pare-feu. Et normalement, si on spécifie pas le port source, voilà, il trouve rien d'ouvert. Donc heureusement qu'on est tombé sur cette commande, sinon bon courage pour tester les 65 000 ports sources possibles sur la cible. Donc c'est probablement le Vault, hein, toujours, on est sur cette hypothèse là qu'on va attaquer. Et la deuxième chose intéressante dans ce fichier hôte.log, c'est les N4. Donc N4, comme vous le savez, hein, c'est NC ça veut dire Net4 et NCAT ça veut aussi dire Net4 pour Network 4, hein, donc l'idée c'est d'avoir un 4 sur le réseau. Et la différence entre NC et N4 c'est que N4 pardon, c'est le NC fait par le même projet que Nmap. Nmap fournit l'exécutable N4. Donc il y a quelques variantes entre NC et N4, je vous laisserai creuser, ici c'est pas déterminant, encore que c'est possible que ce soit déterminant ici, puisque comme on le voit dans la commande là, donc il fait un N4, vu que Nmap est installé, on imagine que N4 aussi, oui c'est bon. Moins L, 1, 2, 3, 4, SHX, N4, machin truc. Donc ça en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va mettre en écoute sur le port 1, 2, 3, 4 le N4, et ça va rediriger vers la machine 192.168.5.2, vers le port 987 qu'on a vu qui était ouvert, mais depuis le port 53. Parce qu'en fait, la problématique qu'on a là, c'est que est-ce qu'on peut le voir? Il y a une histoire de SSH là, apparemment. Donc on a envie de aller taper ce port 987 en SSH. Mais on peut pas le faire, puisque si on y va, il va pas prendre le port source 4444, et donc le pare-feu va bloquer le flux. Alors que si je fais cette commande, mais en remplaçant le 53 par 4444, il est pas content. Pourquoi il est pas content?
get more than one port specification 4444. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ok, non, c'est ça qui va pas. C'est il faut mettre des dièses, sinon c'est la merde. Hop, ici, tac, tac. Et je vais mettre d'ailleurs en arrière-plan. Voilà, donc là je mets un N4 en écoute sur le port 1, 2, 3, 4 qui redirigera vers le 192.168.5.2 port TCP 987 depuis le port 444. Et ça, l'idée, c'est que comme ça, je vais pouvoir faire un SSH en choisissant mon port source à 4444. Donc allons-y, testons. Je fais mon SSH sur Dave en local, mais ce sera redirigé du coup sur la 5.2. Et en cible, je spécifie un 2, 3, 4 puisque j'ai mis 1, 2, 3, 4. Et ça passe. Il nous demande un mot de passe et c'est là je crois que va servir le second mot de passe qu'on a trouvé, qui est là d'ailleurs. Tac. Voilà. Donc là sur cette machine Vault, le premier mot de passe trouvé ne passe pas, c'est le deuxième mot de passe SSH qui fonctionne en tant que Dave. Et donc on a enfin compromis la machine Vault, qui était donc la cible, on va dire les Crunchy Wells, hein, la cible sensible qui aurait été fournie dans un test d'intrusion. Donc il reste une petite dernière difficulté, même deux difficultés encore. Donc la première, c'est qu'en fait si on fait un ls/, on se rend vite compte que ah bah non. Normalement on n'est pas censé tomber sur un restricted batch. Ah si. On est sur un rbash, donc rbash pour restricted bash, donc c'est un bash avec restreint quoi, donc avec moins de commandes que celles qu'on peut faire d'habitude pour augmenter la sécurité. En même temps c'est un vault, hein, donc un vault c'est un coffre-fort de mots de passe, donc comme c'est sensible, c'est sécurisé à donf. Encore que celui-là il est pas sécurisé à donf, pas super bien sécurisé parce qu'en fait j'ai juste à faire exit, je relance une 4 en écoute là. Et ce coup-ci, je rajoute ici un -t bash pour lui dire que quand tu te connectes en SSH, utilise le bash et pas le rbash. Et normalement, évidemment, ça sur un rbash c'est interdit, c'est-à-dire qu'il force le bash configuré, mais ici ils ont oublié de le faire. Et donc je peux avoir un bash normal en spécifiant -t bash à la connexion SSH. Donc ça c'était la première difficulté. Et là, si on fait ls, on va dans route. Attends, je suis quoi là? Je suis Dave. On va dans home Dave. Pourquoi par défaut il le... Ah si, voilà. Et on tombe sur le flag, mais le flag est chiffré en GPG. La fameuse GNU Preface Guard dont je parlais au départ. Alors du coup c'est quoi GPG? Bah, c'est simplement l'implémentation GNU du standard OpenPGP. Donc GNU ça veut dire open source. Et donc pour info aussi OpenPGP c'est défini dans une RFC, hein, donc c'est standardisé tout ça. Mais c'est peu utilisé, d'ailleurs j'en parlais maintenant, c'est peu utilisé parce que c'est considéré comme pas assez user-friendly, hein, globalement. Je pense que c'est un des points clés qui explique que GPG n'a pas réussi à conquérir, parce que sinon d'un point de vue sécurité c'est vraiment top. Et du coup il y a pas mal de recherches depuis longtemps, hein, sur comment trouver des solutions qui soient aussi sécurisées que GPG, mais qui soient plus user-friendly. Et du coup ça me permet de parler de la hackeuse du mois qui illustre cette vidéo en miniature. Et cette hackeuse c'est Maya Constantini qui a été interviewée sur le podcast de No Limit Sécu sur le sujet du Sigstore. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon sous la vidéo pour que vous puissiez aller écouter ça. Et donc Sigstore est une solution
solution plus simple d'utilisation sur la sécurisation, mais par contre c'est pas sur l'envoi de mail, c'est sur plutôt la sécurisation de code, pour être sûr que le code soit signé, et apparemment c'est une solution qui marche bien, qui a été vraiment utilisée, enfin qui est vraiment à l'heure actuelle utilisée à grande échelle sur GitHub notamment. Voilà, donc du coup finissons cette machine, hein. Donc on a un flag qui est chiffré en GPG. Comment on va le déchiffrer? Donc le premier réflexe, bah, c'est simplement de voir si GPG est installé, ce qui est le cas, sinon en même temps ça serait bizarre d'avoir un point GPG si GPG n'est pas installé, et on se dit bah vas-y je le déchiffre, -d déchiffré, bim. Mais je n'ai pas la clé secrète, évidemment, sinon ça serait trop simple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va essayer, vu que là je suis sur Vault, on va essayer de voir si la clé ne serait pas la clé secrète ne serait pas présente sur Ubuntu ou sur DNS. Alors on va aller directement à la bonne solution, à savoir, je crois que c'est sur DNS que la clé est présente. Donc ce que je vais faire, ah oui, ce qui est marrant aussi sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas base64 d'installer, il n'y a que base32. Mais c'est pas grave, en fait base32 ça suffit pour ce qu'on veut faire. Je vais juste utiliser base32 pour transporter le fichier en fait. Je pourrais le faire autrement en SCP et tout, mais bon, comme c'est des petits fichiers, hein, comme on peut le voir, si je fais un -LA, un truc qui fait à peine 629 octets, donc on peut faire rapidement un base32 -W0 pour que ce soit en une seule ligne et pas en plusieurs, en nombre de colonnes définies. Hop. Donc je prends ce base32 et je le colle. On va aller dans /dev shm pour être propre, mais en vrai on s'en fout un peu. Enfin sur une machine Axebox on s'en fout un peu, dans la système de cyberattaque évidemment on essaierait d'être discret. Et donc je colle cette chaîne avec un égal dans un base32-d et j'écris route.text.gpg. File name too long. Ah oui, parce que 4 c'est pas trop ce qu'il faut faire. C'est plutôt un echo. Hein. On la refait, echo bim base32.d bim route.txt.gpg. Ok, je fais un file sur ce route. Ah oui, il n'y a pas d'extension. Tac, GPG, il n'y a pas de tabulation. Et il dit bien que c'est un fichier PGP-RSA, donc a priori la copie s'est passée comme il faut. Et donc si je fais un GPG, comme tout à l'heure, -d de ce route, déjà il faut espérer que GPG est installé, ouf, c'est bon. Mais il dit toujours que la clé secrète n'est pas disponible. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah bah j'ai voulu gagner du temps et j'ai lu en diagonale, en fait c'est sur Ubuntu. Bravo, donc on la refait, est-ce que c'est sur Ubuntu? Il y a du monde là. Donc je refais, je crois que je l'ai encore en copie, ouais. Echo bim base32-d route.txt.gpg. Voilà, et GPG est toujours installé. Oui, non, je voulais pas faire ça. Donc GPG-d route. Ah, c'est mieux. Donc là, il a la clé secrète, qui est donc stockée dans le répertoire de la configuration GPG de la machine Ubuntu. Et par contre, il a besoin d'une passphrase. Et là, du coup, si vous vous souvenez, au tout début, on avait une clé, là, on sait pas à quoi elle sert, It's Coming Home. Est-ce que ça serait pas la passphrase de cette clé GPG? Et si c'est bien ça, et donc du coup, on déchiffre le mail chiffré, et on a en clair le flag route.txt de cette machine Axebox Vault. Donc c'est poney. Donc si on se met d'un point de vue Blue Team, quelles sont les différentes problématiques qu'il faut corriger?
Donc déjà à la base, on a pu se connecter parce que il y avait, ah oui, donc dans l'upload, on revient là-dessus. Tac. Ici là, tac. Donc dans cette upload, évidemment, juste vérifier l'extension, c'est clairement pas suffisant. Donc sécuriser beaucoup mieux cette upload. Et aussi accessoirement, a priori, c'est changer le logo, c'est un truc qui est pas ne devrait pas être accessible à tout le monde. Donc mettre de l'authentification pour que ce formulaire d'upload soit accessible uniquement aux personnes qui ont besoin d'uploader un logo. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, donc le plot nous a permis d'avoir un reverse shell. Le reverse shell nous a permis d'aller voir les autres machines. Bon, là-dessus on peut pas y faire grand chose. Ah si, donc les mots de passe qui traînent en clair dans les fichiers SSH, bon ça très sale, hein, de pas faire ça, utiliser. Et surtout qu'ils ont un vault, donc un vault c'est souvent ça inclut souvent un container de mots de passe, donc utilisez plutôt ce container là. Tac tac tac, et ensuite donc la réutilisation de mots de passe, hein, je crois qu'il y a eu un mot de passe qui est utilisé sur 2 machines à éviter. Le restricted batch on l'a dit, pensez à ne pas autoriser d'autres batchs quand la connexion arrive en SSH. Et le GPG, le GPG c'est plus de la sensibilisation, à faire attention, se rappeler que si le hacker arrive à accéder à la clé secrète parce qu'elle est stockée sur le serveur, pensez à utiliser une clé, ce qui est le cas ici en plus, hein, mais c'est juste qu'il met sa clé en clair sur le serveur, donc ça sert un peu à rien. Ce truc là, ça devrait pas exister. Le fichier clé là, il devrait pas exister. Il devrait plutôt être stocké dans un endroit sécurisé. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? Ah si, on avait aussi l'OpenVPN, faire attention si un utilisateur ou une utilisatrice peut choisir la configuration VPN, elle peut exécuter du code, donc avoir une interface où on laisse la configuration VPN choisie par l'utilisateur, c'est pas une bonne idée, ou en tout cas il faut sécuriser. Parser un peu mieux les différents champs. Voilà, je pense que d'un point de vue Blue Team, on a fait le tour. Donc on peut arriver à mes 3 petits bonus de ce mois-ci. Donc le premier c'est simplement que j'ai fini donc là c'est un petit instant frame aussi au passage. J'ai fini, je vais aller dessus que ce sera plus clair. Donc si je reviens sur Axebox, dans les Advanced Labs là il y a donc des Pro Labs qui sont payants, hein. Là c'est payant. Quand il veut, voilà, je la refais, donc Advanced Pro Lab. Et donc j'ai fini, il est là, Rastalab, je crois que c'était en juin, je sais plus, ou juillet. Et donc du coup il est pas mal du tout. Je trouve que c'est un bon intermédiaire entre Dante et APT-Lab. Donc parce qu'ils sont mis comme intermédiaires tous les deux, Dante et Rastalab. Je trouve quand même que Rastalab est un peu plus dur que Dante, il y a un delta entre les deux. Donc c'est un bon intermédiaire. Après là j'ai commencé offshore, donc je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini. Et après donc il me restera encore 2 autres Cybernetics et Zephyr. On verra ça pour quand j'aurai du temps. Donc ça c'était le premier petit bonus. Le second c'est un documentaire sur Arte. Je vous mettrai le lien en dessous, mais je crois que j'ai le lien qui traîne par là, et c'est celui-là. Et donc ça s'appelle Hackers, l'intimité violée, et du coup c'est un documentaire qui est pas mal pour différents aspects. Bon, il y a des classiques, hein, c'est-à-dire qu'il montre des impacts concrets de hack dans la vraie vie, ça c'est toujours utile pour sensibiliser le grand public. Il parle aussi du pentest, hein, du métier de pentester et de pentesteuse, donc c'est intéressant parce que c'est quand même assez rare que une émission de grand public parle de ce métier. Mais ce qui est surtout intéressant sur cette émission, c'est le fait que on est souvent sur l'image du hacker qui est diffusée dans les médias grand public. C'est souvent une image
de gens super intelligents qui sont trop forts, etc. Donc là, du coup, c'est bien de montrer aussi qu'il y a des hackers qui sont pas très affûtés, puisque comme ça va à l'encontre de l'image qu'on a de la société, et malheureusement, dans la vraie vie, il n'y a pas que des hackers intelligents, comme on peut le voir dans cette émission, donc c'est bien de le rappeler. Et enfin, troisième et dernier bonus, donc là c'est une série sur laquelle je suis tombé au mois d'août, qui s'appelle The Undeclared War, et qui est pas mal du tout, notamment ils se sont fait aider par NCC Group, ce que j'ai lu sur Wikipédia, pour les scènes de hacking, donc bon, même si c'est enfin c'est un peu moins naze que ce qu'on peut voir dans d'autres séries, mais bon, la série est pas mal du tout, c'est en 6 épisodes, ça se finit vite. Donc je le recommande, ça vaut le coup d'œil, The Undeclared War. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en cette rentrée, et puis je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.